Dans le cadre des Midi Tranches de vie organisés par l'Appui Estrie pour les proches aidants d'aînés, je suis présentement en compagnie de M. Alain Godbout. M. Godbout a accompagné sa conjointe, donc Christiane. Bon, ils se sont déjà accompagnés l'un et l'autre pendant 41 ans de vie commune, 41 ans de complicité, me disait-il en pré-entrevue, mais il l'a aussi accompagné d'une façon toute particulière pendant les 8 ans de la maladie de sa conjointe. Elle a eu le Parkinson, même le Parkinson Plus, avec un développement somme toute très rapide. Sa conjointe est décédée en 2012 et au cours des prochaines minutes, on va le voir avec lui. Donc, comment tout ça s'est vécu, cette expérience de proche aidant, une expérience qu'il a vécue de façon très intense puisque sa conjointe, malgré la maladie, est restée à la maison jusqu'à la dernière minute. Alors, M. Godbout, bonjour. Oui, bonjour. Je le disais, 41 ans même de complicité, 40 ans, pas de chicane, me disiez-vous. Hein? Un couple, somme toute, très soudé, c'est ce que vous formiez là avec Christiane. Exactement. On était un couple, je pourrais dire modèle. C'est pas moi qui le disais nécessairement. C'était autour de nous, nos amis. Mais en 41 ans de vie commune, non, pas de vaisselle cassée, rien de ça. Au contraire, c'était l'harmonie parfaite entre ma femme et moi-même. Complicité qui allait même jusque dans le travail. C'est rare qu'on voit ça parce que souvent, justement, quand des couples commencent à travailler ensemble, mais là, ça griche un peu plus. Ça n'a pas été votre cas. Vous avez travaillé dans le paysagement ensemble. Vous avez même travaillé dans la production de confitures, de gelée de vin. Donc, jusque dans le travail, ce qui veut dire que là, on est pas mal 24 heures sur 24 ensemble. La complicité était là quand même. Oui, exactement, parce qu'on s'harmonisait très, très bien en fonction de nos capacités mutuelles à chacun et chacune, mon épouse, et en même temps, on avait chacun nos spécificités dans le travail, c'est-à-dire ma femme était beaucoup meilleure que moi dans plusieurs domaines et moi, j'avais cette différence-là d'être capable de faire ce qui manquait et on se complétait ainsi très, très bien ensemble. Et un jour est arrivé donc la maladie, ce fameux Parkinson. Est-ce que ça s'installe du jour au lendemain assez rapidement ou si petit à petit, là, on commence à avoir des doutes, on voit qu'il y a des défaillances qui commencent à s'installer là, au quotidien? Oui, c'était plutôt subtil. Au début, là, c'est simplement une de ses orteils qui tordait puis qui donnait beaucoup de douleur. Et puis, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. On a consulté médecins, des spécialistes et rien ne sortait comme diagnostic clair. Ça a pris au moins les 2 premières années, je dirais la fin de la 2e année à peu près du départ de la maladie, qu'on a pu l'identifier ou diagnostiquer officiellement le fameux Parkinson Plus. Maladie qui prend de l'ampleur très rapidement, surtout vers la fin, comme j'expliquais, c'est une courbe exponentielle. Les 2 dernières années, c'était effrayant, toute la perte d'autonomie là, que ma femme a subie là, rapidement. Et vous avez décidé donc de la garder à la maison jusqu'à la fin, malgré cette perte d'autonomie complète, là. Et quand on parle de perte d'autonomie complète, c'est pas juste je suis plus capable de prendre un café, c'est que je suis plus capable de manger, je suis même plus capable de dire que j'ai faim, là. C'est allé jusque-là et elle était encore à la maison dans cet état-là, là. Exactement. En fait, c'était le début... Perte d'équilibre, elle avait besoin après ça, peu de temps après, marcher avec une canne, ensuite une marchette, ensuite un fauteuil roulant. Et à la toute fin, là c'était, dans les 2 dernières années, c'était très, très, très rapide, là. Et il a fallu même faire une intervention qu'on appelle une gastrostomie, communément appelée pour le fin de gavage. Ma femme était absolument incapable d'avaler et avec un risque de s'étouffer. C'est donc dire qu'on a dû faire ça à la maison et ça, c'était une première. C'était comme une bataille pour moi d'aller chercher ce service-là à la maison parce que ça n'existait pas à ce moment-là chez le service à domicile. Parce que comme on disait, ma femme, on l'a gardée à domicile, c'était son désir, c'était le mien et c'est comme ça qu'on l'a fait jusqu'à la fin. Et bataille, donc oui, avec, j'imagine, le système de santé lui-même. Est-ce qu'il y a eu bataille aussi à un certain moment avec vos propres enfants? On ne l'a pas souligné encore, mais vous avez eu 3 enfants au cours de cette union-là. Est-ce qu'un bon coup, les enfants font aussi, mais papa, ça n'a plus d'allure, tu peux pas aller jusque-là, tu vas te mettre par terre. Ou si vous aviez, au contraire, avec vos enfants aussi, une belle complicité, et go, on va t'appuyer là-dedans. Exactement, on avait cette belle complicité-là. Ce que je faisais pour ma femme, mes enfants savaient très bien que c'est ce que ma femme voulait également.
a priori donc rester à la maison jusqu'à la fin, incluant même cette étape là, du gavage. Maintenant, quand je dis une bataille avec le CLSC, c'est pas de façon négative, c'est que c'était une première, ça se faisait pas. Et quand on m'a approché là, pour m'expliquer qu'on devait arriver à cette étape-là, c'est-à-dire que ma femme devait subir une chirurgie qui s'appelle gastrostomie, opération à l'estomac, installation de tubes, en vue de ça. Mais tout le monde me disait, incluant la nutritionniste, ça va très bien se passer, ça va être facile. Mais je me doutais que le jour où ça viendrait, ça ne serait pas si simple que ça. Alors là, le jour est arrivé, gastrostomie, et puis les gens du CLSC m'ont dit, est-ce que vous avez des personnes autour de vous, des amis qui peuvent l'alimenter, parce que moi, j'avais l'usine à m'occuper, donc je pouvais lui donner son déjeuner. Vous dites, j'avais l'usine à m'occuper, c'est parce que vous travaillez encore, là, vous n'étiez pas à la retraite, vous, là. Exactement. Je devais m'occuper de l'usine parce que sans ça, j'aurais dû fermer les portes. Donc, c'est très, très exigeant au niveau de mon temps, de toute façon. Mais là, avec ce gavage-là, il fallait que j'aie quelqu'un à la maison pour le repas du midi. Et c'était une espèce, c'est ça un peu la bataille. Puis, je pouvais pas prendre ma voisine puis n'importe qui. Là. J'avais déjà des préposés d'accompagnement qui venaient à la maison puis qui étaient prêts à faire le travail, moyennant évidemment une formation. Et puis, quand j'ai appelé la direction de l'hôpital, j'ai eu une réponse assez particulière. Qui ressemblait à quoi? En fait, la réponse était, bien, M. Godbout, c'est parce qu'on ne fait pas ça actuellement, mais soyez pas inquiète. La direction de l'hôpital m'a dit, on va s'informer à Sherbrooke si ça se fait à domicile, le gavage. Si oui, ben on va avoir déjà de l'information. Et là, j'ai dit, madame, soyez pas inquiète. Si ils font la gastrostomie, oui, on va aller chercher l'information, mais s'ils ne le font pas, chez moi, on sera les premiers pour le faire. Il n'y avait pas de plan B. Donc, très déterminé. Cette relation-là, évidemment, devient comme une espèce de relation intime en même temps avec tout le réseau de la santé qui, petit à petit, envahit la maison parce qu'il faut adapter la maison continuellement. Il y a un certain moment où, bon, s'il y a des escaliers dans la maison, la chambre est à l'étage, mais là, votre épouse, évidemment, ne peut plus monter, etc. Arrive le moment d'installer donc des lits qui vont être particuliers avec tout l'équipement nécessaire, les lève-personnes et tout ça. Et dans ce contexte-là, je vous entendais dire tantôt, dans le cadre d'une discussion, il y a eu une petite phrase dite par quelqu'un du réseau de la santé qui veut pas faire mal. Elle dit pas ça pour faire mal, mais je pense qu'elle espérait probablement même essayer de vous faire du bien, qui vous dit, ben, vous savez, à un certain moment, il faut tourner la page. Et ça vous a percuté comme un coup de masse, vous disiez. Il y a des petites phrases comme ça que les gens nous disent en espérant nous remonter le moral et qui ont un effet totalement contraire. Vous avez tout à fait raison. Et quand les gens des soins de santé arrivent à domicile, je disais les SS débarquent. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on parle de la police militaire allemande, mais les SS, je voulais dire, je sous-entendais les soins de santé. Alors, on a le sentiment très, très fort qu'on n'est plus chez nous. C'est eux qui dirigent. Mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai une appréciation extraordinaire de tous les services qu'on a reçus, moi et ma femme, directement venant des soins de santé. Maintenant, l'événement du lit, dans la progression de la maladie, donc il fallait aménager un lit à l'étage en bas pour être capable d'installer ma femme pour le bain au lit. Pour son hygiène de bain, ça se faisait comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai accompagné une des préposées à la sortie de la maison, elle avait fini son travail, et elle m'a dit, « Monsieur Godbout, vous savez, il faut tourner la page. » C'est-à-dire, c'est fini maintenant, le lit. Il faut utiliser ce lit-là pour votre épouse. Ça va être la meilleure chose à faire. Et là, je suis venu dans tous mes états. Le coup de masse, c'était un peu ça. Et la préposée ne comprenait pas l'émotion que j'étais en train de vivre. J'ai dit, madame, c'est pas tourner la page, c'est tourner le chapitre au complet. Parce qu'après 41 ans de mariage, on s'entend qu'on couche ensemble, la femme et moi. Mais là, le message, il était très, très différent, là. Oui, et donc c'est toute une étape, et donc pour quelqu'un qui est là de l'extérieur, qui amène le lit, qui installe tout ça, ça peut rester technique, mais quand c'est nous qui le vivons de l'intérieur, effectivement, le bouleversement est tout autre. Et ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes revenu régulièrement dans l'échange qu'on a eu ce midi, le fameux deuil blanc. Donc ce deuil qu'on vit avant la mort de quelqu'un qui nous est cher, qu'on aime beaucoup, et on le vit parce qu'on la voit partir petit à petit, et on perd déjà ce qu'elle était. Et donc, dans ce cadre-là, chaque petite banalité, chaque petite babiole que cette personne-là a touchée, tout à coup prend un sens et une importance extraordinaire.
Exactement, parce que comme la question du lit, on dit un deuil blanc parce que, dans le fond, je savais très bien qu'on ne revenait pas en arrière. Là. C'est terminé là, pour elle, pour ma femme et moi, là, cette étape-là. C'est ce qu'on appelle un deuil blanc. Mais en même temps, vous parliez de petites bafioles, de petits souvenirs. Après chaque souvenir, quand ça fait 20, 41 ans de vie commune, ensemble, on a plein de souvenirs, des objets qui nous rappellent plein de beaux souvenirs. Et ça, on s'attache à ça. Et faire disparaître ça dans la maison, ce sont tous de petits deuils blancs en même temps. Donc, c'est comme on a le sentiment, on ne reviendra plus jamais à ces beaux plaisirs-là, à ces beaux souvenirs-là. C'est vraiment, c'est un deuil. Et dans l'émotion, c'est très, très, très puissant. Comme vécu, là, c'est très, très prenant. Votre femme est décédée en 2012, on le disait en ouverture d'entrevue. Donc là, le deuil lui-même, là c'est plus le deuil blanc, c'est le deuil. Le deuil, justement, comment est-ce que quelques années plus tard, on est en 2019 au moment où on enregistre l'entrevue, comment est-ce que on reprend sa vie alors qu'on vient de la donner au grand complet et de la consacrer toute énergie, corps et âme? Comment est-ce qu'on se réapproprie sa vie, sa propre vie? Suite à un événement comme celui-là? En fait, la moyenne d'un homme, statistiquement, de vie, c'est 80 ans. Donc, pour moi, c'était comme la moitié de ma vie. Et une qui part, moi, je dis tout le temps, j'ai perdu, l'expression, ma douce moitié, mais moi, j'ai perdu la plus belle, la plus grosse des moitiés. En fait, en perdant ma femme. Alors, de revenir sur Terre, c'est un peu le sens de la question, je crois. C'est pas simple. C'est pas simple. On revient, ça peut demander beaucoup de temps. Moi, ça va faire 7 ans bientôt que j'ai perdu mon épouse et encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à revenir pied sur Terre. C'est à ce point-là. C'est jamais tout à fait réglé non plus. Est-ce qu'il reste des traces de culpabilité ou autre? C'est quelque chose que vous avez aussi vous-même évoqué en pré-entrevue. Jamais complètement sûr d'avoir pris la bonne décision, d'avoir fait la bonne chose, de pas avoir blessé puisqu'elle ne réagit plus. On peut pas trop savoir comment elle accueille ce qu'elle vit et tout ça. Est-ce qu'il reste encore des traces de ça 7 ans plus tard? Oui, ça peut arriver, ça peut nous rattraper, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, avec le temps, on n'est plus capable, on n'a plus de facilité à gérer cette fausse culpabilité-là, finalement, parce que plus souvent qu'autrement, c'est de la fausse. Les choses qu'on n'aurait pas pu faire, on ne pouvait pas les faire parce qu'on ne comprenait pas la situation. Je donnais l'exemple d'un enfant, notre jeune enfant de 5 ans qui veut traverser la rue, son ballon roule sur la rue et on le retient par leurs bras. Il va réagir. Il ne comprend pas le geste du parent qui le retient. Mais c'est un peu ça. Nous, on pose des gestes, mais sur le moment, on pense qu'on ne pose pas le bon geste. Mais pourtant, c'était la bonne chose à faire. Donc, cette culpabilité-là, il faut faire attention de ne pas se laisser affecter par ça. C'est pour ça que je l'appelle, moi, une fausse culpabilité. C'est toujours de revenir sur le focus qui serait, on a vraiment fait ce qu'on a pu dans la connaissance qu'on avait dans les événements qu'on a vécus en cours de route. Parce que la prochaine danse, on ne choisit pas ça, on ne met pas ça sur notre agenda de vie. Monsieur Alain Godbout, donc, qui a offert son témoignage dans le cadre des Midi tranches de vie de l'appui Estrie pour les proches aidants d'aînés. Merci énormément pour ce partage que vous nous avez fait aujourd'hui. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'appui pour les proches aidants d'aînés en Estrie, organisme qui accompagne ceux qui accompagnent des gens, justement. Pour avoir toutes les informations sur l'organisme en question, vous allez faire un tour sur l'appui.org, l'appui.org. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.